Bonjour, on va essayer de ne pas être trop en retard. Merci beaucoup à tous d'être venus. C'est toujours aussi agréable de voir autant de monde et d'après ce que j'ai cru comprendre, il y avait pas mal de gens sur liste d'attente. Aujourd'hui, nous allons commencer par un dialogue entre Jean Girel, qui est céramiste et qui a une très grande connaissance des émaux, et Philippe Walter, qui est docteur en chimie. Ils vont avoir un dialogue autour, je vais vous laisser parler précisément, mais autour du travail du peintre flamand Joachim Patinir et de l'œuvre de l'artiste de la Renaissance Luca della Robbia. Je vais te laisser, Jean, de toute façon, parler de ton travail autour de ce vase, puisque ça va être le thème de ce dialogue, de ce vase paysage. Je vous laisse la parole pour vous laisser le temps. Merci beaucoup. Voilà, moi je vais vous parler d'une expérience de céramiste, d'un céramiste qui a été peintre. Quand j'ai débuté la céramique à l'âge de 10 ans, j'étais fasciné par Picasso, par la céramique de Valoris, mais surtout par les gens qui abordaient la haute température. Et cette inclinaison a eu un choix déterminant dans ma carrière de céramiste. Puis bon, j'ai eu une brève carrière de peintre où dans ma peinture, j'étais fasciné par la peinture flamande, par des gens ces anciens flamands qui préparaient eux-mêmes leur châssis, leurs encollages, qui broyaient leurs couleurs, qui faisaient des fonds, des pâtes, des empâtements, des glacis. Et pour moi, même dans la peinture, le temps artisanal de la préparation était une sorte un moment de méditation indispensable et de préparation en fait à l'œuvre. En peinture, mes maîtres, c'était Nicolas de Stel, Cézanne, Soulages, des peintres contemporains, mais qui pratiquaient une sorte de maçonnerie du tableau, un peu à l'image des anciens flamands, ou à l'image de Poussin ou de ces flamands comme Rusdel et surtout de Patinir, qui essayaient dans ces tableaux d'équilibrer les masses des nuages et des montagnes pour créer cette maçonnerie du tableau qui lui donnait son unité. Mais bon, la peinture, comme l'a si bien dit Léonard de Vinci, c'est cosa mentale. Et pour moi, j'étais dans un état de perpétuelle insatisfaction. J'avais besoin de quelque chose de plus, non pas de mental, mais plutôt d'élémental. C'est à cette période que j'ai rencontré la céramique Song, et ça a été pour moi c'est un bouleversement. Une évidence s'est imposée, que ce que je cherchais dans ma peinture, il fallait que j'arrive à le mettre dans un bol. Et je me suis consacré, à partir de cette période-là, à la céramique, à une céramique de haute température, très influencée par la céramique chinoise des Song et par les céramistes français du tournant du siècle qui également subissait cette forte influence de la Chine et du Japon. Alors j'ai cherché comme les Chinois des Song, j'ai cherché des céladons, des noirs à taches d'huile, des blancs ivoires, et je me suis aperçu assez vite que le secret de tout ça n'était pas dans des recettes compliquées, dans des compositions chimiques, mais que c'était plutôt qu'il fallait chercher dans la matière elle-même et dans ses transformations la clé de la qualité de cette céramique-là. Donc j'ai été très vite conscient de la limite de la recherche trop précise, avec des formules moléculaires, des séries d'éprouvettes. Je me suis plutôt lancé à corps perdu dans une recherche et une provocation émerveillée de tous les phénomènes céramiques, ces phénomènes qui peuvent être la fusion, la coulée, l'ébullition, les retirements, les démictions,
des phénomènes qui sont en fait universels, qui ont façonné notre univers et qui continuent à le faire et qui continuent à le défaire. Et j'ai alors constaté à chaque défournement que le champ des possibles était immense et que les plus belles surprises étaient encore à venir. Alors, les thèmes de ma céramique, c'est donc surtout des phénomènes, même si chaque pièce a un sujet. J'ai travaillé beaucoup sur le bestiaire, sur les œufs, sur les coquillages, sur les lichens. Mais chaque fois, j'ai essayé d'obtenir, par le biais d'un phénomène ou d'un ensemble de phénomènes céramiques, un équivalent plastique ou pictural, mais de nature uniquement, exclusivement céramique, au thème que j'abordais. Palissy, lui, quand il travaillait à sa céramique et qu'il imitait les reptiles, les grenouilles, et il utilisait la sculpture, il utilisait la gravure, il utilisait la peinture, et il essayait de reproduire pratiquement un lézard. Il essayait de le produire écaille par écaille, quoi. Moi, j'ai plutôt essayé, par le biais de ces phénomènes, d'arriver à un équivalent plastique, mais qui n'était pas du tout du domaine du dessin ou de la peinture, mais qui était du domaine de la fusion et de la haute température. C'est ainsi qu'à chaque période de mon travail, il y a eu la découverte d'un matériau nouveau qui était étonnant dans son comportement. Il y a eu une courbe de cuisson qui m'a apporté aussi des surprises. Et chaque fois, tout ça m'a conduit à aborder une nouvelle thématique, ou à l'inverse, m'a donné l'idée de développer un sujet, et puis de chercher les outils pour traiter ce sujet. Il y a quelques années, en construisant un nouvel atelier dans un paysage de Bourgogne, près de Cluny, assez idyllique, j'ai été fasciné par l'immensité du paysage aux alentours de l'atelier, et j'ai eu envie de travailler sur cette émotion que je ressentais devant le paysage. Tout ça, ça a coïncidé en même temps avec une grande exposition au musée du Prado du peintre flamand Patinir, une exposition que j'attendais depuis 30 ou 40 ans. Patinir, premier peintre de paysage pur, pour moi précurseur et même génie inégalé du genre du paysage, quoi. Alors là, j'ai essayé sur des formes très simples, soit des formes de disques ou des formes de cylindres. J'ai essayé de donner un équivalent de la perspective atmosphérique, de donner un équivalent des matières terrestres, mais uniquement par un jeu de glacis, de fondu, de tons bleutés, et de matières brunes et terrestres plus rugueuses dans les premiers plans. Alors là non plus, je n'avais pas envie de travailler le paysage vraiment comme un peintre avec un crayon, avec des pinceaux, mais plutôt, disons, pas envie de le travailler comme ont pu faire par exemple Chaplet dans ses barbotines impressionnistes, ou les peintres de la manufacture de Sèvres qui sont arrivés à reproduire des tableaux classiques à la perfection. Moi, j'ai essayé simplement de chercher des couvertes qui soient aériennes pour le ciel, qui soient fondantes et diffusantes pour les lointains, qui soient plus terrestres, plus solides pour les premiers plans. Et le travail de superposition se faisant en fait uniquement à l'aveugle, et seul le défournement pouvait me dire si j'avais eu la bonne intuition et si le feu et la matière avaient bien fait leur travail. La couleur, quant à la couleur, aux émaux, pendant longtemps, j'avais limité ma palette à l'image des céramistes Song aux couleurs du fer, qui sont du fer contenu dans les matières naturelles que sont les argiles, les roches, les cendres. Ces couleurs du fer qui vont à l'infini, puisque le fer est capable, suivant sa proportion, suivant les constituants de la couverte,
suivant le protocole de cuisson et surtout de refroidissement, le fer est capable de couvrir la totalité du spectre. Très souvent, d'ailleurs, il ne s'agit pas de couleurs pigmentaires, mais souvent le fer est un créateur de couleurs structurales. Les bleus profonds, par exemple, qu'ont inventé les Chinois, qu'on appelle bleu de lune, ils sont le fruit non pas d'un pigment ferrique, mais simplement d'une séparation de phase de deux liquides à haute température, deux liquides qui sont transparents et qui en fait vont diffuser la couleur bleue, un petit peu comme le fait l'atmosphère terrestre, pour diffuser le spectre solaire et donner la couleur bleue du ciel. Dans la même idée, les matières irisées des premiers plans de ces paysages-là, qui utilisent des saturations de fer, à l'image un petit peu des hémophores de lièvre des Chinois, ces couleurs qui sont souvent irisées, qui peuvent prendre toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, elles ne sont pas dues non plus au pigment ferrique, mais simplement à une diffraction de la lumière, qui est un petit peu la même qu'on peut observer sur les ailes de papillons, par exemple. Alors pour ces paysages, où là je revenais quand même à un travail beaucoup plus pictural, j'ai utilisé conjointement ces phénomènes naturels, très souvent liés au fer, mais aussi toute la palette des oxydes colorants que la chimie minérale met à notre disposition. En particulier le cobalt et le chrome, que j'ai associé pour nuancer, pour essayer de cuire le bleu souvent trop dur du cobalt pour obtenir le bleu patinir aussi particulier. La palette des couleurs céramiques qu'on peut utiliser maintenant, elle s'est élargie au fil des siècles. Elle est pratiquement infinie. On sait même maintenant piéger des éléments volatiles, comme par exemple le cadmium, qu'avant on limitait aux basses températures. Maintenant, on arrive à le piéger dans une maille de zirconium pour obtenir des rouges de haute température. C'est-à-dire qu'on a maintenant à notre disposition, à haute température, à 1350 degrés, toute une gamme d'oxydes de couleurs qui va à l'infini, dont Philippe, d'ailleurs, vous parlera beaucoup mieux que moi, là. Bien, merci. Je vais prendre le relais. Donc, un dialogue, c'est un drôle de défi qui nous avait été posé par Guillaume Bardet, parce que moi, je ne suis pas céramiste, je suis chimiste, historien des techniques artistiques. Et donc, l'idée qu'on a eue en se rencontrant, et j'ai eu la chance de visiter l'atelier de Jean il y a quelques mois maintenant, a été d'essayer de réfléchir à une certaine mise en perspective et aux questions qui se posent par rapport à cette œuvre que vous avez vue défiler devant le tableau de Patinir, ou le tableau de Patinir derrière cette œuvre, plutôt, je devrais dire aujourd'hui. Là, je vous ai mis une autre œuvre de ce peintre flamand du début du XVIe siècle, et qui est en effet tout à fait spécifique, tout à fait particulier par les nuances de couleurs vertes et bleues qui sont présentes dans cette œuvre et donc qui ont, comme Jean Girel vous l'a expliqué, impressionné le céramiste qui a cherché à recréer les mêmes choses. Et du coup, ça a été l'occasion de se poser la question, mais comment finalement Patinir a réalisé ces couleurs lui aussi ? En fait, c'est un défi d'aujourd'hui pour réaliser ces vastes paysages. C'était exactement le même type de défi à cette époque-là. Et donc, j'ai recherché un petit peu de bibliographie, un petit peu d'éléments, parce que j'ai jamais eu l'occasion d'étudier une œuvre de Patinir, permettant d'expliquer tout cela, et pour arriver au constat, en fait, assez désespérant, que personne n'avait regardé dans le détail ces pigments verts utilisés par Patinir. Alors, personne ne l'a regardé dans le détail aussi, certainement parce que c'est compliqué. Et je voudrais juste vous le raconter, avant d'arriver à ce travail de peintre sur céramique, tel qu'on peut le comprendre, et le comprendre du point de vue chimique, puisque vous avez compris, je vais vous faire une sorte de contrepoint de vue de scientifique par rapport à ce travail artistique. Et j'ai différents collègues actuellement qui travaillent sur ces pigments verts, et notamment Paola Riccardi, qui est une chercheure à l'université de Cambridge en Angleterre, et qui travaille au musée de l'université, au Fitzwilliam Museum, et qui a étudié un très grand nombre de manuscrits français récemment, et qui a cherché à caractériser tous les vers dans ces manuscrits français. Et là, vous avez une petite liste, vous voyez un petit diagramme vous montrant l'évolution du temps
donc depuis le XIIIe siècle jusqu'au XVIIe siècle. Je vois très peu sur l'écran, ici c'est tout petit. Et vous voyez différents pigments, et notamment ce pigment vert de gris, qui est un des pigments certainement les plus intéressants pour les artistes, et qui va ressembler le plus à ce que Jean essaye de réaliser dans ses œuvres. Donc le vert de gris, c'est issu de vert de Grèce, hein, en fait, le nom d'origine. Et c'était un pigment qui était formé en trempant des lames de cuivre dans du vinaigre. Donc vous voyez, il vous parle de haute température. Moi, je vais vous parler d'une autre forme de chimie qu'on va appeler une chimie douce dans ce cas-là, avec des procédés sans température, juste une altération du métal par le vinaigre, et qui va conduire à la formation de toute une série d'ingrédients, d'une vaste gamme d'ingrédients, puisqu'en plus du vinaigre, certains rajouteront d'autres composés, par exemple du sel, par exemple aussi de l'ammoniac ou différents d'autres substances à cette époque-là, et qui vont permettre de fabriquer toute une série de composés qu'on appelle de la famille des acétates de cuivre, et qui seront de couleur verte bleutée, et qui vont donner toute une série de gammes, finalement, de nuances, qui étaient extrêmement intéressantes à cette époque-là, extrêmement intéressantes dès l'Antiquité, hein, puisque les premières synthèses de ce type de produit, les premières préoccupations, finalement, pour avoir ces couleurs, datent du IVe siècle avant Jésus-Christ, où la description de ces recettes a déjà été faite par Théophraste. D'autres substances étaient fabriquées également par ces mêmes chimies douces, mais cette fois-ci en mélangeant le cuivre à des résines, en mélangeant le cuivre à de l'huile. C'est ce qu'on appelle les résinates de cuivre, et qui sont d'autres types de substances. Vous avez également la malachite, qui était un pigment naturel à base de cuivre, qu'on peut retrouver, lui, dans la nature, mais que très vite on a cherché à synthétiser pour avoir une couleur mieux contrôlée. Alors en vous donnant ces exemples-là, c'est pour vous montrer finalement que les peintres ont eu exactement le même type de problème. Et Patinir, pour réaliser ces paysages avec la variété des couleurs vertes des végétaux, mais également l'importance de la perspective atmosphérique bleutée dont vous a parlé Jean, il allait utiliser l'un ou l'autre de ces pigments, les mélanger, les superposer, de façon à créer des tons. Alors, je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur Patinir, mais j'ai eu l'occasion de travailler sur le retable d'Issenheim, peint par Matthias Grunewald, à peu près à la même époque. Donc, un tableau qui est conservé au musée de Colmar, actuellement en restauration, et qui est un tableau extrêmement intéressant parce que, alors de la même manière que Patinir, mais cette fois-ci en Allemagne ou en Alsace, Grunewald va chercher à faire un travail sur la couleur tout à fait exemplaire. Et donc on a eu l'occasion de faire des analyses aujourd'hui qui sont non invasives, donc analyser directement le tableau, et puis également faire quelques prélèvements. Et je vous ai mis un prélèvement qui va vous montrer cette sophistication du travail de la couleur, donc sur une couleur verte d'un feuillage, sur un des multiples panneaux de ce retable. Et vous voyez ici donc, ce qu'on appelle une section d'une couche de peinture, donc de la multiplicité plutôt des couches de peinture. Donc on prend un tout petit échantillon qui fait un demi-millimètre au maximum de côté, qu'on imprègne dans de la résine et qu'on va couper dans sa tranche. Et là, vous voyez finalement des nuances de vert sous la forme de différentes couches. Donc une première en surface qui est d'un vert sombre, après un vert très clair, un vert... Vous allez mettre le vocabulaire que vous voulez. Moi, je n'arrive pas à trouver du vocabulaire pour toutes ces nuances extrêmement complexes de vert. Jean en reparlera peut-être tout à l'heure en présentant un peu plus son œuvre. Et donc, c'est par cette superposition des couches, par ces mélanges astucieux, par ces choix des différents pigments verts, que Grunewald a créé une palette agrandie, une palette extrêmement complexe, alors qu'il n'avait que très peu de pigments à sa disposition. Et le céramiste va avoir un peu le même type de problème. Très peu de matières vont résister au feu à haute température. Il va devoir savoir les manipuler au mieux. Et donc, c'est ce qu'on arrive aujourd'hui à faire avec des analyses, comme vous voyez ici, des analyses qui vont nous permettre, avec différents types de méthodes, de caractériser les différents pigments. Donc, vous voyez la coupe. Je vais vous montrer ça avec la souris ici. Je pense que vous la voyez. Oui. Il ne faut pas que j'aille trop vite. La coupe, un petit détail, là vous la voyez au microscope électronique, bon je n'insiste pas. Et là vous voyez ensuite l'image de différents constituants moléculaires. Donc là des constituants qui sont associés aux résinates de cuivre, que vous allez voir en couleur chaude, hein, là où il y a du rouge ou du vert. Et puis ici d'autres qui correspondent à des minéraux, qui sont des chlorures de cuivre et qui sont des traceurs de cette synthèse du pigment vert de gris. Et en voyant ça, vous voyez une répartition. Vous voyez les chlorures de cuivre qui sont présents en bas, qui sont présents en haut, donc qui sont présents dans la couche ici ou dans la couche ici. Et donc Grunewald en fait, a choisi deux types de pigments à base de cuivre. Et par cette superposition, il va créer un feuillage qui va interagir, enfin la peinture va interagir avec la lumière et créer des effets tout à fait exemplaires. Et ce tableau est un des magnifiques exemples du réalisme et de cette quête de reproduction de la nature dont parlait aussi Jean à l'instant, donc par cette fois-ci la superposition des couleurs et par des effets. Et de même, on pourrait aller plus loin sur d'autres artistes de d'autres époques
Et cette possibilité de représenter au mieux, Jean vient de vous parler aussi de Nicolas Poussin, et Nicolas Poussin a eu le même type de travail sur la peinture, et quand un de ses collègues, un de ses visiteurs, lui a demandé un jour comment il arrivait à être un peintre si reconnu, un tel modèle pour tous les artistes de son temps, et il a été aussi pour les artistes d'après, il a eu une phrase très très simple, une réponse très très simple, il a dit « Je ne néglige rien ». Et le travail du peintre néglige rien. Et je crois que le travail de Jean est exactement dans la même démarche et la même philosophie de ne rien négliger dans le mélange, dans la superposition des matières, dans les couches de peinture qui vont permettre de créer les effets. Alors ça, si on revient un petit peu au travail de céramiste, j'ai eu l'occasion l'an dernier avec Véronique Milande de la Cité de la Céramique à Sèvres de regarder un petit peu en détail cette œuvre qui est une véritable peinture, une copie cette fois-ci, faite par un artiste du début du 19e siècle, Abraham Constantin, pour la manufacture de Sèvres, enfin cuite à la manufacture de Sèvres, et qui représente un tableau de Raphaël, et qui va être dans cette même démarche de reproduction fidèle de la nature par des couleurs, mais cette fois-ci, pas des couleurs de peinture à l'huile, mais des couleurs de céramique, de cuisson, qui peuvent être faites. Et donc Abraham Constantin avait réalisé la reproduction d'une partie d'une œuvre de Raphaël, qu'on appelle la Grande Sainte Famille, et qui est une œuvre qui est conservée au musée du Louvre. Et à cette époque-là, pourquoi on lui demandait cela? C'est parce qu'on s'inquiétait de la préservation des couleurs de ces grandes peintures qui pouvaient exister, notamment de l'époque de la Renaissance, et du fait que toute une série de pigments variaient au cours du temps, et qu'on était en train de perdre les couleurs, notamment celles des plus grandes œuvres de Raphaël. Et donc Abraham Constantin et d'autres artistes de cette époque-là, ou d'autres peintres sur céramique, sur porcelaine de cette époque-là, ont contribué à un véritable développement d'un art de la peinture sur porcelaine qui peut être aussi mis en relation dans un autre type de projet avec le travail de Jean Girel. Et donc ici, donc vous voyez ce petit détail, vous voyez d'ailleurs le rideau vert qui est présent derrière la Vierge et qui là aussi a nécessité toute une série de pigments et qui sont à mettre en relation avec ce travail qui se poursuit aujourd'hui à la manufacture de Sèvres, de réalisation d'un très grand nombre de couleurs, donc à cette époque-là pouvant imiter la peinture à l'huile, et la constitution d'une véritable base d'information, d'une base de matériaux, d'une collection, on peut vraiment parler de collection, qui vont permettre de maîtriser toutes les nuances possibles. Et là, vous avez un petit détail, enfin vous avez pas un détail, vous avez une série ici de palettes, qui sont ces palettes des peintres sur porcelaine qui vont s'entraîner à reproduire finalement par des mélanges de certains types de pigments, à reproduire toutes les couleurs dont ils peuvent avoir besoin. Les couleurs sur céramique sont bien plus capricieuses que les couleurs du peintre. Le peintre va réussir normalement à garder la même couleur qu'il a sur sa palette, sur sa peinture. Le céramiste va avoir cet énorme problème que la couleur va changer avec la cuisson. Et qui est quelque chose aussi que Jean va vous réexpliquer, je pense, après cette petite introduction plus chimique. Et donc, en fait, à la manufacture de Sèvres, grâce notamment à son directeur au XIXe siècle, Alexandre Brognard, va développer toute une série de matériaux basés sur un concept chimique qui est très très simple. On veut faire une couleur, donc on va utiliser un matériau qu'on va appeler un colorant, qu'on va mélanger avec une autre substance qu'on va appeler un fondant. Et donc le mélange va permettre de vitrifier la surface de la porcelaine et de fixer ses couleurs. Et donc là, je vous ai mis quelques exemples de colorants, bien sûr de couleurs vertes, tels qu'ils sont formulés, tels qu'ils sont connus dans des catalogues, dans des livres qui décrivent ces protocoles. Donc un certain colorant vert de la manufacture va utiliser une certaine proportion d'oxyde de cobalt mélangé à des oxydes de chrome et mélangé à un composé d'aluminium. Et ça va vous donner un vert. Si on reprend ce colorant et qu'on lui rajoute un composé de magnésium, à ce moment-là, le vert va devenir bleuâtre. Vous voyez, juste par cet ajout supplémentaire d'un composé de plus. Et donc, en sachant maîtriser ces différents composés, en fait, une très large palette de teintes va pouvoir être obtenue. Donc ça, ce sont les colorants, donc il y en a un très grand nombre. Et puis, vous avez également les fondants, qui vont être en général, dans ces cas de Sèvres, sur ces porcelaines, des fondants qui contiennent à la fois des oxydes de plomb et puis également du bore, et qui vont permettre donc de travailler à des températures qui ne seront pas les mêmes que celles de Jean pour ces œuvres, qui seront à des températures dites de petit feu, donc à des températures de l'ordre de 900 degrés. Bon, déjà des températures importantes, mais c'est une donnée aussi
extrêmement importante et primordiale dans la réalisation de ces œuvres telles qu'elles ont été conçues par Abraham Constantin ou d'autres. Je vous ai montré un détail tout à l'heure, et là vous voyez un détail de nouveau de cette Vierge avec la qualité des nuances de couleurs, du jaune, du bleu, le bleu qui est fait pour imiter le lapis lazuli de la robe de la Vierge, qui, lapis lazuli, était utilisé pour peindre la robe de la Vierge par Raphaël. Et là, cette fois-ci, ce n'est pas du lapis lazuli, c'est par ces tons bleus obtenus à la manufacture, et cette vitrification vers 900 degrés. Et donc, comment travailler l'artiste en question? Il allait donc superposer différents types de couches de façon à créer les dégradés. Il allait envoyer sa plaque de porcelaine pour être cuite une première fois. Et puis après, il allait pouvoir retoucher ses couleurs en réapportant de nouveau de nouvelles couleurs. Et en fait, en 3 cuissons, il obtenait une copie quasiment photographique de l'œuvre de Raphaël. Et ce travail est complètement exemplaire et exceptionnel, à tel point que ce peintre, Abraham Constantin, a été envoyé à Rome pour aller copier des peintures, notamment les fresques du Vatican, réalisées par Raphaël. Il est devenu ainsi un grand ami de Stendhal. Ils ont publié ensemble d'ailleurs un ouvrage d'histoire de l'art, décrivant, commentant toute une série d'œuvres qui pouvaient être présentes à Rome. Et l'histoire raconte qu'Abraham Constantin est devenu un ami du pape qui adorait venir le voir chaque jour pour comprendre comment il réussissait sur ces plaques de porcelaine à reproduire les couleurs de ces fresques, couleurs qui, avant cuisson, étaient fausses. Et ensuite, après une première cuisson, revenait et il obtenait les véritables tons. Donc ce sont des choses qui peuvent être obtenues à la fois, et là c'est de nouveau en tant que chimiste, et Jean vous a parlé de ces couleurs, qui peuvent être des couleurs, on va dire, plutôt chimiques, ou des couleurs qui peuvent être plutôt structurales. Donc ici on est en présence de couleurs plutôt chimiques, mais soit de colorants qui vont être dissous dans la matière vitreuse. Alors ce sont les sels de cuivre, de fer, de manganèse, de cobalt, donc ils vont être vitrifiés, complètement présents dans cette glaçure de surface, dans cette émail, si on veut, de surface, ou bien d'autres couleurs à cette époque-là qui vont être très fortement utilisées et qui sont des cristaux qui vont être préparés à l'avance, qui seront stables au moment même de la cuisson. Et notamment, ça va être des composés à base d'oxyde d'étain qui vont donner une belle couleur blanche, ou bien des composés à base d'antimoine et de plomb, c'est ce qu'on appelle le jaune de Naples, et qui vont donner une magnifique couleur jaune, comme vous avez ici sur le détail là, de la chemise, cette fois-ci de la Vierge. Et donc en fait, vous avez une gamme extraordinaire de teintes, comme l'a dit Jean, qui existait déjà à l'époque de Bernard Palissy, des Della Robbia, j'y reviendrai tout à l'heure, mais qui va permettre, à partir du début du XIXe siècle, de réaliser à peu près tout ce que l'on veut. Alors tout ce que l'on veut, si l'on arrive à maîtriser le comportement de ces différentes matières au cours de la cuisson, et qui est un défi supérieur, d'une certaine manière, à celui du peintre, qui, lui, va pouvoir apprécier et comprendre ce qu'il fait. Donc j'ai repassé la parole à Jean pour qu'il explique un peu son approche. Oui, là, on va essayer de faire un petit peu le tour d'une de ces céramiques que j'ai réalisées en hommage à Patinir. Là, il s'agit donc d'un disque là, qui fait à peu près 40 cm de diamètre. Pour arriver un petit peu à comprendre comment on arrive à ce résultat final, il faudrait en quelques secondes essayer de définir ce qu'est une couverte de haute température. Les émaux, les couvertes, tout ça sont des silicates, ce sont des verres. La silice elle-même est très réfractaire, elles font à plus de 1700 degrés. Les autres éléments qu'on va lui ajouter, qui peuvent être aussi très réfractaires, comme la chaux ou l'alumine, sont des choses qui seules fondraient à plus de 2000 degrés, mais qui, par un curieux phénomène qu'on appelle le tectique, c'est-à-dire quand on les met ensemble, ça va fondre à beaucoup plus basse température. Ce qui permet un petit peu comme quand on rajoute du sel à de l'eau, ça va fondre à une température, l'eau va rester liquide à beaucoup plus basse température. Alors, donc toute couverte est un silicate. Il y a d'abord beaucoup de silice.
il y a toujours de l'alumine pour stabiliser le résultat, parce que les silicates simples ne sont en général pas stables, ils peuvent reprendre de l'humidité, ils sont pas... c'est comme on connaît bien le silicate de soude, par exemple, il est capable de redevenir liquide. Bon, si à la faveur d'une cuisson on lui ajoute de l'alumine, il va devenir stable. Donc toute couverte, c'est un mélange de 3 constituants, un ensemble de la famille de la silice, SiO2, qui sont de la famille des acides, une partie un petit peu centrale qu'on dit amphotère, parce que c'est capable de s'associer d'un côté et de l'autre, soit aux acides, soit aux bases, et c'est en particulier l'alumine, L2O3, et puis des bases, des alcalis, qu'on appelle aussi des fondants, qui vont être la chaux, la magnésie, la potasse, la soude, ou d'autres fondants auxiliaires. Et suivant la nature et la quantité de ces fondants, on va arriver à ajuster notre température de cuisson, la température de fusion, et on peut arriver à ajuster en même temps la fluidité, la viscosité. Là, si on part, si on étudie ce disque en partant un petit peu du haut, ce qu'il faut bien voir dans ce travail, et qui est très différent de ce qu'a fait la manufacture de Sèvres, par exemple, en imitant de la peinture classique, où les pigments avaient déjà une couleur qui se rapprochait un petit peu de la couleur finie. Moi, les couvertes que j'utilise, elles sont très souvent, curieusement, au moment où je les pose, d'une couleur absolument inverse à la couleur qu'il va y avoir après cuisson. Là, par exemple, toutes les couleurs que j'ai utilisées pour le ciel, quand je les pose par superposition, elles sont d'une teinte ocre jaune ou ocre rouge parce qu'elles contiennent un petit peu de fer. Ce qui veut dire qu'il faut avoir tout un travail de préméditation pour arriver à penser les couches successives, à les mémoriser, parce que chaque couche, évidemment, au moment de la pose, effaçant la couche précédente, il faut garder quand même la mémoire de ce qu'il y a eu en dessous. Et c'est un travail de préméditation qui est quand même assez... c'est assez compliqué. Ce sont des journées d'émaillage... qui sont assez éprouvantes. Là, pour en revenir au ciel, j'ai commencé à poser une couche d'une couverte qui contient un petit peu de vanadium, un vanadium qui est stabilisé par du zirconium et qui va donner un fond de couleur très légèrement bleu. Mais ce bleu est un petit peu trop, disons, trop cru, trop fermé. J'ai ajouté par-dessus une autre couverte qui, elle, est une couverte qui a un effet de démiction, c'est-à-dire qui va dissocier un petit peu la lumière et qui va contribuer à cet effet de bleu, mais en donnant une sensation plus une sensation d'épaisseur atmosphérique. Par-dessus cette couverte bleue, j'ai ajouté une troisième couverte en quantité infime, une couverte qui contient du chrome et qui contient en même temps de la magnésie. Et curieusement, ce chrome qu'on va retrouver plus tard dans le bleu et le vert de la partie paysage, ici, le chrome associé à des traces de magnésie, de zinc et d'un petit peu de titane, il va développer plutôt des couleurs, des couleurs chaudes, plutôt roses et orangées, là. Et puis par-dessus, j'ai rajouté une autre couverte qui, elle, est incolore, mais qui est très riche en magnésie, donc qui a une très très forte tension superficielle, qui en même temps, c'est une couverte qui est très très broyée, c'est-à-dire qu'elle est de nature colloïdale. Elle contient beaucoup d'eau au moment où je la pose, donc pendant le refroidissement, pendant le séchage, au début de la cuisson, cette eau qui va se retirer va disparaître, et la couleur va se retrouver un petit peu craquelée. Imaginez par exemple comme quand on voit une flaque de boue qui sèche, la boue va se craqueler comme ça. Et cette couverte a une telle tension superficielle que plutôt que de napper les couches qu'il y a dessous, elle va au contraire chercher à se rassembler. Si vous voulez, en image, autant les deux couches de dessous, leur nature, la nature des fondants était faite pour que tout ça se mélange, un petit peu comme
un petit peu comme le pétrole est capable de le faire sur une flaque d'eau. En revanche, la dernière couche pour créer de l'effet de nuage, eh bien, c'est une couverte qui a plus tendance à se comporter comme du mercure, c'est-à-dire à se rassembler sur lui-même. Ce qui donne ce moutonnet des nuages comme ça, là. Et après, quand on descend vers les arrière-plans du paysage, vers ce bleu-vert là de type Patinir, alors là, j'ai utilisé le cobalt, qui est, je vous le disais tout à l'heure, qui est une couleur qui peut être très très crue, très violente, comme ça, plutôt violacée d'ailleurs. Et puis, je l'ai petit à petit tempéré avec des doses infimes d'oxyde de chrome jusqu'au moment où il arrive à bleuir et à prendre cette teinte d'arrière-plan de paysage qui était chère à Patinir. Et là aussi, sur ce fond général de bleu-vert, je me suis mis à travailler sur des superpositions qui, elles, sont plus réfractaires, donc plus terrestres, en mélangeant des oxydes comme le fer, le cobalt, le chrome, le manganèse, jusqu'à arriver à une saturation telle que la couverte est totalement saturée, devient noire. Et puis, au cours de la cuisson, il y a un petit processus pour que ce noir ne soit pas trop... là, c'est peu visible sur la photo où la lumière est trop de face, mais il y a une sorte de phénomène de brillance et d'irisation qui, lui, a été apporté par une légère période de réduction intense, mais très courte dans le temps, suivie d'une réoxydation, refroidissement, pour que le fer prenne une structure particulière et crée et vienne à la surface et vient se cristalliser sous une forme très particulière de fer ferrique, de Fe2O3, d'epsilon Fe2O3, qui est capable de dissocier la lumière et puis de renvoyer un petit peu tous les éléments du spectre. Ce qui contribue à donner la vibration à ce noir. Et puis sur ce noir, j'ai retravaillé avec d'autres superpositions de teintes, des beiges et des blancs, de nature réfractaire aussi, mais dont la nature du fondant est plutôt calcique. Autant dans le ciel, pour créer l'effet de nuage, j'avais utilisé comme fondant la magnésie qui a tendance à avoir une très forte tension superficielle. Là, j'ai utilisé comme fondant l'oxyde de calcium en quantité très importante et qui est capable, avec la silice, de fabriquer des silicates de calcium, de fabriquer de la wollastonite qui va cristalliser, qui va donner quelque chose de mat et de réfractaire, mais qui peut devenir très blanc. Et en fait, toutes ces couches que je vais appliquer, tout ça, ça se passe dans le temps d'une journée, parce qu'entre une couche et l'autre, le tesson céramique dessous est poreux, mais la couverte met du temps à se ressuyer. Alors en général, quand je fais un travail de ce type-là, je travaille dans la journée sur 6 disques et 6 seaux, et je passe de l'un à l'autre en attendant que les couches sèchent comme ça. Et il faut que quand je revienne, quand j'ai fini la série de 12, que je revienne au premier, que j'ai encore la mémoire exacte de ce que j'ai mis sur la couche de dessous, et ainsi de suite. Et ça, et tout ce processus de superposition dure à peu près une journée. Et quand le soir, je mets ces choses-là dans le four pour la cuisson du lendemain, j'ai une sorte de magma informe, multicolore, où en fait on n'aperçoit absolument rien. On se demande ce qui pourra sortir de là au défournement, quoi. Et puis la cuisson s'effectue donc le lendemain en oxydation, aux alentours de 1320 degrés. Là, j'utilise pour ce type de travail la cuisson oxydante, parce qu'elle est beaucoup plus capable de porter certains oxydes à haute température qui, à la faveur d'une cuisson réductrice, perdraient de l'oxygène et passeraient en phase gazeuse et disparaîtraient. Donc il s'agit d'une cuisson oxydante à 1320 degrés avec simplement
j'ai un petit moment d'enfumage, au refroidissement, pour créer un petit peu pour animer la couleur des premiers plans par un léger effet d'irisation. Et après, j'ai un refroidissement très brusque, parce que tout ça, ces pigments, ces matières naturelles, si je les laissais refroidir lentement, trop lentement, elles cristalliseraient un petit peu comme si vous voulez, c'est un petit peu la différence entre un magma en fusion. Si on le refroidit en quelques heures, on va obtenir de l'obsidienne, qui est un verre noir transparent. Si on lui donne des années ou des millénaires pour refroidir, on va obtenir un granit ou un trachyte, donc quelque chose avec des très très gros cristaux, et tous les cristaux vont se différencier. Donc là, il s'agit au refroidissement de trouver la juste vitesse pour qu'il y ait une montée, disons, cryptocristalline qui va créer peut-être de l'opalescence ou un début de cristallisation, de matification, mais surtout pas aller trop lentement, parce qu'à ce moment-là, tout l'ensemble de la pièce va se retrouver cristallisé, et toutes ces couleurs qui sont arrivées à se créer vont redisparaître dans un autre arrangement. Donc c'est un petit peu chaque fois nos défournements, l'attente et la surprise. Et puis à ce moment-là, c'est l'heure des choix, c'est ou la surprise agréable, ou alors le travail du marteau, quoi. Bon, je vais continuer, revenir sur la phrase de Poussin, hein. Jean ne néglige rien. Mais c'est vrai que l'art de la céramique est certainement compliqué par ce type de problème. Alors moi, en l'écoutant, je suis fasciné parce que je travaille sur des œuvres anciennes et je rêve toujours que l'artiste puisse avoir écrit, commenté ou être pris en vidéo pour me raconter comment il a créé son œuvre. Là, c'est absolument extraordinaire et Jean nous a fait plus de chimie que ce que moi je vous fais. Et elle vous a expliqué plus en détail ces multiples réactions qui sont vraiment absolument fondamentales. Pour illustrer ce travail, moi je voudrais revenir à un autre très grand atelier de céramistes, cette fois-ci de la Renaissance, de nouveau, hein, vous faire revoyager dans le temps, à la même époque à peu près que Patinir, un peu avant ou un peu après. Il s'agit de tout l'atelier des Della Robbia à Florence. Donc parmi les plus grands concepteurs finalement d'un nouvel art de la céramique à cette époque-là, à la fin du XVe siècle. Donc vous avez eu toute une série de générations de céramistes, donc Luca Della Robbia qui a commencé le premier avec un concept, il était sculpteur, mais un concept qu'on pouvait essayer dans l'art de la céramique de créer des matériaux qui allaient ressembler au marbre. Et donc de proposer la fabrication finalement de sculptures en céramique émaillée, glacurée avec des oxydes de plomb et des oxydes d'étain, de façon à rentrer en compétition avec les sculptures élaborées en marbre. Donc, c'est une notion intéressante de remplacement d'un matériau par un autre, et qui allait être une notion d'autant plus intéressante qu'à partir du moment où c'était de la céramique, on pouvait inventer des moules et donc reproduire en un certain nombre, parfois en grand nombre, finalement, ces œuvres. Donc là, vous avez une de ces œuvres, la Madone dite à la pomme, au musée du Bargello à Florence, et qui est une de ces œuvres de Luca Della Robbia, donc avec ce blanc tout à fait particulier, qu'il a su obtenir grâce à justement une composition tout à fait particulière de la glaçure blanche, une composition tout à fait particulière de la pâte céramique qui est en dessous. Donc ensuite son neveu Andrea et puis les enfants de son neveu Giovanni, Girolamo notamment, ont continué à développer cet atelier, donc un atelier familial qui a produit un très grand nombre d'œuvres et qui ensuite a été à l'origine d'énormément d'autres copies de ces œuvres. Et vous avez toute une série de descendants intellectuels des Della Robbia qui ont fabriqué de très nombreuses œuvres de ce genre-là. Et ça a donné l'occasion à un groupe international de recherche, alors qui est parti du musée du Louvre et puis également des équipes italiennes, notamment à Florence, au Bargello, et puis d'autres Italiens à Gênes, de faire des analyses. Donc le musée du Louvre, le Centre de recherche et de restauration des musées de France, se sont en particulier préoccupés de la connaissance à la fois de ces pâtes céramiques, puisque pour l'instant on parle des couleurs, mais finalement la pâte sous-jacente est aussi très importante, et la connaissance de ces couleurs. Et donc comment est-ce qu'on peut réussir aujourd'hui à comprendre un peu mieux ce type de travail, sachant que les Della Robbia ne nous ont pas fait ces commentaires détaillés sur leur manière de travailler. Donc c'est là où l'analyse chimique va apporter beaucoup de renseignements, va nous permettre d'entrevoir dans la complexité les savoir-faire qui ont pu être effectués. Je vous ai montré tout à l'heure cette coupe de peinture de Matthias Grunwald. Ici, vous voyez la section d'un prélèvement qui a été fait sur une de ces céramiques glacurées des Della Robbia.
Cette fois-ci, vous ne la voyez pas au microscope optique parce qu'on n'y voit pas beaucoup de choses, mais vous la voyez au microscope électronique à balayage, donc qui a l'avantage de vous créer d'autres types de contrastes. Et en fait, là où les éléments chimiques sont des éléments lourds, comme le plomb ou comme l'étain, ça apparaît en blanc sur l'image. Donc la glaçure est faite avec des oxydes de plomb, donc vous voyez, c'est la couche de surface épaisse ici, que vous voyez très bien, et puis en dessous, vous avez la pâte céramique que vous voyez, je pense, très mal, puisqu'elle est grise, et là, avec le contraste de l'écran, vous ne devez pas voir grand-chose à l'intérieur. Et puis, vous voyez une petite interface entre les deux. Tout ça a beaucoup d'importance. D'abord, on peut regarder la glaçure dans son détail. Vous voyez des tout petits points blancs à l'intérieur. Ce sont des tout petits cristaux d'oxyde d'étain qui ont une taille inférieurs à 1 micromètre, 1 millième de millimètre, et qui vont servir de diffusants de la lumière. Ils sont de couleur blanche, ils diffusent la lumière, et c'est ce qui fait que quand la lumière va rentrer dans cette couche de surface de la céramique, elle va être diffusée, réfléchie, et pour nous, tout va apparaître blanc, dans la mesure où aucun autre ion métallique coloré est présent. Et donc l'art des Della Robbia a été de savoir trouver le sable parfaitement pur, les oxydes de plomb bien purifiés, l'oxyde d'étain bien purifié, pour qu'il n'y ait aucun constituant qui donne une petite couleur à leur glaçure blanche. Et de là, faire un magnifique blanc tel qu'on peut le voir sur les œuvres. Et puis vous voyez après d'autres choses, alors des petites imperfections. Là, vous voyez une petite bulle, il y a des petites bulles d'air, parce qu'il y a un petit peu d'eau qui est présente dans ces différents composés, qui peuvent conduire à ces petites bulles. Et puis là, en gris, vous voyez des gros grains, en fait, qui sont les résidus du sable qui n'a pas complètement fondu. Donc ces glaçures étaient portées à des températures de l'ordre certainement de 900 degrés. Et donc pendant un certain temps, et puis avec une certaine proportion de sable, d'oxyde de plomb et d'oxyde d'étain, et il n'était pas forcément indispensable de fusionner tout ce mélange. On pouvait laisser quelques grains de sable encore présents à l'intérieur, ça ne modifiait pas l'aspect esthétique. Un autre point qui a été commenté par mes collègues est l'interface que vous avez ici, qui est extrêmement fine, qui est une interface entre la glaçure et la céramique. Donc vous voyez deux couches grises, donc les deux vont se mélanger. La céramique rentre en fusion avec la glaçure, et qui est très fine, et ça c'est très caractéristique d'un très bon travail pour atteindre une température très précise, pour que la glaçure fonde, mais n'interagisse pas trop avec la pâte céramique en dessous. Et donc ça signifie une maîtrise parfaite des conditions du feu. Donc ne pas avoir un feu qui va osciller en allant de 800 degrés à 1000 degrés. On va avoir des fusions trop fortes quand on va monter à 1000 degrés. Mais être bien à la bonne température de cuisson, et qui est aussi un des aspects, et Jean vous en reparlera, je pense, à la fin, puisque c'est un des grands experts mondiaux de la fabrication des fours, et justement pour avoir ces contrôles très particuliers de la température de cuisson, qui est un autre paramètre. Donc pareil, on peut analyser cette production des Della Robbia pour comprendre la composition de la terre. Et donc 56 objets différents ont été analysés. Là, vous avez un tableau de composition. Alors j'ai aussi la chance de voir dans son atelier la manière dont il travaillait sur ces différentes argiles, différents ingrédients. Il m'en a donné à analyser, je n'ai pas encore eu le temps de le faire, pour comprendre justement les proportions de calcaire, par exemple, à l'intérieur de sa pâte. Ça a beaucoup d'importance également dans la tenue de la pâte, dans sa couleur. Et on se rend compte que chez les Della Robbia, ils ont choisi une source bien particulière, dont ils avaient certainement plus ou moins le secret de l'approvisionnement ou le monopole de l'approvisionnement. Et on se rend compte qu'il y a toujours les mêmes compositions. Donc là, vous avez les différents éléments chimiques. Sur la première ligne, vous avez la moyenne des mesures, et en dessous, vous avez ce qu'on appelle l'écart-type, donc la variabilité. En fait, l'écart-type est très faible, donc ça veut dire qu'on a vraiment toujours les mêmes types de pâtes qui ont été utilisées pendant toute la durée de production de l'atelier, donc pendant plusieurs décennies, pas loin d'un siècle. Donc c'est là aussi tout à fait exemplaire. Et aujourd'hui, ce sont des arguments qui deviennent déterminants pour faire la part des choses entre des œuvres authentiques et puis des œuvres de copistes postérieurs de tous ces robiesques dont on a énormément d'exemplaires, notamment dans des églises, qui sont des productions religieuses qui ont beaucoup plu dans un goût, aussi au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, et donc qui ont fait l'objet de beaucoup de copies. Et l'analyse de ces pâtes céramiques est aujourd'hui une bonne façon de discriminer cet atelier des Della Robbia des autres. Donc ça, c'est la pâte. Et puis les couleurs, on peut analyser de la même manière. Donc ça n'a pas les Della Robbia, les œuvres des Della Robbia ne sont pas que blanches et bleues. Elles ont aussi d'autres types de couleurs. Et là, vous voyez les éléments métalliques qui vont servir à la réalisation de ces couleurs. Vous retrouvez les mêmes éléments chimiques que ceux utilisés par Jean pour réaliser ces vases paysages. Le cobalt qui va donner du bleu. Le fer, qui va pouvoir donner plusieurs choses, de l'orange, du jaune, là aussi c'est variable, mais le jaune, je vous en ai parlé tout à l'heure aussi, ça peut être du jaune de Naples, avec un constituant d'antimoine. Le manganèse va pouvoir donner du violet, le cuivre va donner du vert, et puis après, exactement comme sur les vases paysages, le mélange de tout cela va pouvoir donner du noir.
En fait, quand vous arrivez à avoir tous ces ingrédients qui sont présents, à ce moment-là, toutes les longueurs d'onde de la lumière vont réussir à être absorbées, et donc vous allez aboutir à cette couleur noire. Donc c'est relativement simple à regarder de cette manière-là, mais c'était finalement une magnifique invention que de réussir à trouver ces différentes couleurs. Donc ici à Florence, Bernard Palissy en France, notamment aux Tuileries, faisait le même type d'expérimentation, allait utiliser exactement les mêmes cations métalliques pour obtenir exactement les mêmes couleurs et faire ces reproductions fidèles d'une grenouille ou d'une couleuvre sur ces céramiques. Et donc là aussi, on arrive à analyser ces glaçures. Donc on reconstruit du coup, grâce à ces analyses, le procédé qui était présent. Et donc on peut vous refaire exactement le même commentaire que ce que Jean a fait, mais comme si Andrea Della Robbia nous parlait aujourd'hui en nous disant, pour faire ma glaçure, j'ai mélangé mon oxyde de plomb. Alors j'en ai pris 19% en masse, avec 22% d'oxyde d'étain. Et puis après, j'ai rajouté également mon sel de cobalt. J'ai rajouté également quelques autres ingrédients de fondant pour améliorer encore la fusion de tout ce petit mélange. Et c'est comme ça que j'ai su faire ma couleur. Et c'est comme ça que j'ai développé mes secrets d'atelier que j'ai enseignés à mon neveu, qui les a enseignés à ses enfants et qui a transmis comme ça ses savoir-faire. Alors il ne faut pas oublier qu'ils ont tout de même été copiés, et notamment à Florence, en même temps, d'autres ateliers se sont installés, ont peut-être eu une certaine démarche d'espionnage pour comprendre comment c'était fait chez les voisins et ont su reproduire à peu près de la même manière les œuvres, produisant à peu près les mêmes effets et à peu près les mêmes couleurs. Et donc ça, bien entendu, ce sont des choses qui s'enseignent, ce sont des choses qui s'inventent, qui s'enseignent, qui se transmettent. Et cette transmission des savoirs est aussi quelque chose qui est omniprésent dans ce travail des ateliers, à la fois de peintres ou à la fois de céramistes. Donc avant de repasser la parole à Jean pour qu'il nous parle un peu plus aussi de son travail de céramiste et de peintre, je voudrais revenir sur un commentaire de Léonard de Vinci de cette époque-là, par rapport justement à ce travail de peintre et de céramiste, puisqu'on a finalement notre dialogue, on l'a construit sur ce travail du peintre ou du céramiste qui vont se mélanger, ce qui n'est pas une tradition générale dans notre domaine. Et Léonard de Vinci, dans son traité de la peinture, nous a fait toute une série de commentaires sur la sculpture et la peinture, et notamment la sculpture faite en terre émaillée et glacurée, en considérant que lui avait exercé dans le domaine de la sculpture et de la peinture de la même manière. Alors il dit dans l'une et dans l'autre avec la même application. Et donc il précise qu'il peut ainsi décider, sans encourir le reproche de partialité, laquelle des deux est la plus intellectuelle, la plus difficile et la plus parfaite. Donc là, c'est une notion là aussi qui est intéressante et qui vous montre bien l'aspect primordial de ce travail sur la matière qui va servir à la réalisation aussi bien d'une céramique des Della Robbia que de la Joconde pour Léonard de Vinci. Et donc j'ai mis ce texte que je vais lire un petit peu en le commentant rapidement. Donc le sculpteur dit que son art est plus noble que la peinture, parce qu'il est plus durable, craignant moins... Je vais rapprocher l'écran parce que c'est vraiment tout petit sur cet écran. Craignant moins qu'elle l'humidité, le feu, la chaleur et le froid. On lui répondra que cela ne confère pas de noblesse à la sculpture, car cette aptitude à durer vient de la matière et non de l'artiste. Donc déjà ce premier problème de la conservation, qui est un problème majeur qui existe dans les arts et qui existe toujours pour nous. Et l'importance de la matière. Et cette dignité peut appartenir aussi à la peinture quand on peint avec des couleurs vitreuses sur des émaux ou sur de la terre cuite, et qu'on les fait ensuite fondre au feu, et qu'on les nettoie avec divers instruments, faisant une surface polie et luisante, comme cela se voit aujourd'hui en divers endroits de France et d'Italie, et surtout à Florence, dans la famille des Della Robbia, qui a découvert le moyen d'exécuter n'importe quelle œuvre d'envergure en peinture sur terre cuite, couverte de matière vitreuse. Quand on lit le traité de la peinture de Léonard de Vinci, il est avare en commentaires sur ses collègues. Il ne parle quasiment d'aucun artiste. Et là, les Della Robbia ont le droit à une prime d'excellence tout à fait exceptionnelle et qui montre cette fascination que Léonard de Vinci a pu avoir. Et vous voyez, même dans son vocabulaire, il va parler de cet art de la peinture avec une surface polie et luisante. Une surface polie et luisante, c'est ce que vous allez retrouver dans les techniques des peintres flamands, que vous allez retrouver chez Léonard de Vinci, avec l'usage des glacis. Ces glacis dans la peinture qui vont permettre de rehausser la lumière, d'avoir des tons plus soutenus. Et on a pu démontrer que, notamment pour la Joconde, le visage de la Joconde, son relief, son sourire, ne reposait que sur l'application de glacis sombres qui allaient révéler tout cet ensemble, qui allaient révéler le visage et la douceur et la réaction de cette femme matérialisée dans une peinture. Et voyez là apparaître de cette manière-là, par ce commentaire-là, cette
juxtaposition, cette concomitance en fait de toutes ces réflexions qui ont pu apparaître au début du XVIe siècle entre ces céramistes coloristes et ces peintres, et la façon dont les deux ont pu s'enseigner et tirer profit de l'autre, qui je crois est une magnifique leçon, puisqu'aujourd'hui on a peut-être davantage, et là je laisserai Jean conclure sur tous ces aspects-là, très souvent une certaine divergence entre la considération que l'on peut avoir pour le peintre ou pour le céramiste et la nature dont les deux travaux ont pu à certains moments se séparer. Et je crois que c'est intéressant pour cette raison-là de se replonger dans cette histoire des techniques et de laisser Jean donc conclure par rapport à son double métier, lui, de peintre et de céramiste. Là, on va peut-être repasser la vidéo. La vidéo, là. Hop. Bon, moi, dans cette expérience de céramiste, là, qui est liée quand même à mon passé de peintre, j'ai assez vite cherché un support qui permette au maximum de développer la couleur. Quand j'ai quitté la peinture en 74-75 pour me consacrer uniquement à la céramique, on était dans une période où c'était le grès sauvage qui était roi. Et moi, c'était pas du tout ma préoccupation, ces matières brutes, un petit peu à la japonaise. J'étais très loin de tout ça. Moi, j'avais envie de chercher un support qui me permette de développer des couleurs. Très vite, je me suis orienté vers la porcelaine. Et puis, j'ai construit un atelier de préparation de pâtes de porcelaine, là, qui, à l'heure actuelle, on utilise des broyeurs Alching, des délayeurs, des filtres presse, etc. On fabrique une douzaine de pâtes de porcelaine. Je pense qu'on est pratiquement dans notre atelier, avec ma compagne Valérie Armand, on est pratiquement les seuls en Europe, à part bien sûr la manufacture de Sèvres, à fabriquer nous-mêmes toutes nos pâtes et tous nos émaux. Alors ces pâtes de porcelaine, ça me permettait d'avoir un fond blanc, un petit peu comme les peintres flamands qui préparaient leur fond en faisant toutes ces couches de préparation avec des enduits. Et, avoir un fond blanc lumineux, c'était le cas aussi de ces Italiens de la Renaissance ou de Palissy qui ont cherché, soit par le moyen de l'oxyde d'étain ou soit par le moyen de l'oxyde de calcium, à avoir des fonds blancs qui permettent de révéler le maximum de couleurs. Et puis sur ce fond, là, il y a le travail des couvertes. Là, sur le disque, vous avez vu, je vous ai parlé je crois que j'ai dû avoir une superposition d'une douzaine de couvertes à peu près. Là, moi, je pense, dans l'atelier, il y a en permanence à peu près 300 seaux de couvertes différentes qui sont en cours, comme ça, qui vont... je vais aller piocher dans un ou dans un autre. Il faut que j'arrive à me souvenir exactement quelle est sa nature, quel est son comportement, quelle est... Parce que toutes ces couvertes, toutes ces matières, il faut arriver à les assembler pour créer une œuvre finie. C'est un petit peu comme des notes de musique. Il suffit pas de les trouver. Il faut les mettre en ordre pour arriver à créer une symphonie qui soit cohérente, quoi. Et il ne faut pas qu'il y en ait une qui vienne rompre l'unité de l'ensemble. Le peintre, lui, il a un gros avantage sur le céramiste, c'est que pour parfaire son œuvre, il peut mettre un vernis final, et même s'il a eu il peut corriger en permanence, et même s'il a eu des embûts, des ressuis, il peut arriver à donner à la fin, en fait, une unité de surface. C'est pas pour rien que la première présentation d'un tableau, on appelle ça le vernissage. En céramique, on n'a pas droit à ça. Quand on a mis la pièce dans le four, tout ça, les jeux sont faits. L'avenir de la pièce, il est scellé. Donc il faut que tout ait été arrangé, orchestré et prémédité à l'avance. C'est pour moi, en fait, ça précisément qui fait la grandeur de ce métier par rapport à la peinture. Et c'est pour ça que
que j'ai choisi la céramique et que quand j'ai quitté la peinture pour la céramique, je n'avais pas l'impression d'aller me réfugier dans un art mineur, mais qu'au contraire, j'avais l'impression que la céramique pouvait être un art majeur, et même un art, surtout un art majeur pour les temps à venir. Parce que là, une céramique telle que vous l'avez devant les yeux, là, bon, ça peut créer comme un tableau. Là, on peut avoir une illusion de la réalité. On a un ciel, on a une ligne d'horizon, des arrière-plans qui se fondent, on a des nuages qui vont arriver à se promener là-dessus, on a des premiers plans. Mais en même temps, par rapport à la peinture, on a autre chose dans cette céramique qui est fondamentalement différent. C'est que le tableau, lui, il est fait le tableau des Flamands, par exemple, il est fait de pigments qui nagent dans un véhicule, qui nagent dans de l'huile, tandis que la céramique, elle est constituée en fait elle est constituée de tous les états de la matière. Simplement un petit détail comme celui-ci, on peut avoir déjà une idée de la fusion, on a une idée de la cristallisation, on peut avoir une idée de la coulée, de l'ébullition, on a une idée du durcissement de la matière, du craquellement. On peut avoir une idée de la décomposition de la lumière sur des couches minces. Et ce qui fait que la céramique, elle nous donne à voir, en fait, derrière son apparence finie, elle nous donne tout simplement à voir comment se fabrique et comment se défait notre planète, et puis au-delà, comment se défait tout l'univers, quoi. Moi, c'est pour ça qu'un jour, j'ai senti que pour moi, la céramique, c'était pas le fossile directeur des civilisations passées, mais que ça pouvait être un art majeur pour les temps à venir. Oui, j'aurais une question pour M. Girel. Vous mentionnez la différence entre les tableaux, la peinture et la céramique, en tout cas dans les outils du peintre, et le support du peintre et le support du céramiste. Comment envisagez-vous la forme sur laquelle vous posez vos peintures, enfin vos peintures céramiques? C'est l'idée de la forme, là. Oui. Bon, ici, pour ce travail autour de Patinir, moi, quand je suis rentré en céramique, je disais, je vais arriver à mettre dans un bol ce que je mettais avant dans une toile. Et quand je suis rentré en céramique, je me suis consacré à une céramique exclusivement tournée, c'est-à-dire une céramique qui est le souvenir d'une fonction. Toutes mes pièces depuis 40 ou 50 ans sont des pièces qui sont réalisées sur le tour et qui peuvent avoir pas forcément une fonction, mais au moins le souvenir d'une fonction, c'est-à-dire des bols, des coupes, des boîtes, des versseuses. Et là, quand récemment j'ai abordé ce travail qui revenait à quelque chose de plus pictural, j'ai essayé de garder à ce travail un côté spécifiquement céramique. Bon, j'avais besoin, comme le peintre, d'utiliser le plan du tableau. Donc, pour les pièces que j'appelle les seaux, ce que vous avez vu en premier, j'ai utilisé une forme très simple, c'est-à-dire un cylindre, qui me permettait de développer à 360 degrés le plan du tableau. Et puis dans l'autre forme, qui est le disque qui est inspiré des disques bi de la Chine ancienne, qui était fait en néphrite et qui souvent avait aussi des allures de paysage. Là, j'ai tourné ces disques et j'ai bien pris soin de garder au centre ce vide qui, pour moi, est une des caractéristiques fondamentales de la céramique. Puisque la céramique, c'est quand même avant tout l'art de contenir du vide. Donc le choix des deux formes pour ce type de pièce, ça a été le cylindre et le disque, pour à la fois pouvoir bénéficier du plan du tableau sans pour autant déroger à cet aspect fondamental qui est pour moi la forme tournée autour d'un vide. Soit les fours à bois,
pourquoi l'un ou l'autre? Est-ce que cela joue aussi sur les couleurs? Alors, là, l'ensemble de ces pièces en hommage à Patinir a été fait dans un four à gaz. Moi, je viens de construire mon 18e four là pour mon usage personnel, celui-ci est un four à bois. Le précédent, le 17e, était un four à gaz, mais qui avait en même temps toutes les qualités du four à bois. Quand j'ai débuté avec des fours à bois qui ne marchaient pas très bien. D'ailleurs, donc j'ai fait le tour de France des fours à bois. Je suis arrivé à faire une synthèse et créer un prototype de four qui est beaucoup construit en France, maintenant au Canada, un petit peu partout en Europe. Un four à bois qui était très performant. Il y a un inconvénient dans le four à bois, c'est les cendres du bois qui viennent ajouter une matière supplémentaire sur la pièce, qui est peut-être un effet désiré, mais qui peut être aussi indésirable. Les Chinois, eux, pour pallier cet inconvénient, enfournaient leurs pièces dans des gazettes, c'est-à-dire dans des étuis réfractaires qui les protégeaient des cendres. Mais il y avait dans ma cuisson au bois, je trouvais qu'il y avait une qualité que je ne trouvais pas chez mes collègues qui cuisaient au gaz et en électrique. Et je me suis aperçu très vite que c'était dû à la présence de vapeur d'eau dans la cuisson au bois. Parce que l'eau, je l'ai vérifié après en travaillant pendant quelques années avec des spécialistes du volcan à l'île de la Réunion, l'eau a un pouvoir extraordinaire dans la faculté de fusion et de cristallisation et d'état de surface des matières. Alors quand je suis passé au gaz, j'ai imaginé un four à gaz dans lequel je pouvais injecter de l'eau. Et puis les pièces que vous avez vues ici, elles ont donc été cuites en four à gaz en oxydation, mais avec un moment de refroidissement très rapide, un enfumage à l'eau, suivi d'une réoxydation. Et là, je vais retravailler pour cette série, là, pour une exposition au Japon en 2017, où là, toutes les pièces vont être réalisées dans le four à bois que je viens de finir de mettre au point, là. Alors, donc il y a une petite pause. S'il y a une dernière question. Ah voilà, alors, dernière petite question. Oui, alors moi c'était justement sur ce refroidissement très rapide. Vous faites comment? Parce que techniquement... Le refroidissement très rapide, vous faites comment? Le refroidissement très rapide, je le fais de la façon la plus simple. J'ouvre la porte du four. Le premier four à gaz que j'ai construit, je l'ai fait précisément pour pouvoir ouvrir la porte du four. Parce que moi, cette idée du four qui est fermé, qui est hermétique, et cette sorte de mystique on ne peut plus toucher, on ne sait pas ce qui se passe. Moi, j'ai une curiosité qui fait que je voulais savoir ce qui se passait du début à la fin. Donc j'ai imaginé, dès mon premier four à gaz, c'est un four avec une ouverture de porte facile. Et puis je continue maintenant à le faire. Je prélève des pièces pendant la cuisson. On se met à deux. L'un ouvre la porte et l'autre avec une sorte de pince sur les pièces à n'importe quelle température. On regarde l'état de la matière. On voit par exemple des bulles se former, on voit couler. On remet la pièce à l'intérieur du four. Tout ça prend quelques secondes et ça nous donne vraiment l'état exact de la matière à tel moment donné où... Et puis ça m'a permis de corriger tout un tas d'affabulations qui courent dans les livres sur la céramique. Là, je sais par exemple que dans les couvertes à taches d'huile, je sais à quel moment exact les bulles se forment, à quel moment elles éclatent, à quel moment elles vont snapper. Donc je sais à quel moment il faut intervenir suivant le résultat que je veux avoir. Et donc comme je peux ouvrir la porte du four, je peux refroidir. Là, il y a certaines pièces à irisation où je fais une chute de 300 degrés en 1 minute. Alors là, ce n'était pas suffisant d'ouvrir la porte du four et j'ai adjoint à l'emplacement des 2 brûleurs à l'arrière du four, j'ai installé un système d'aspirateur que j'ai inversé. Au lieu d'aspirer, il souffle. Et puis comme ça, il permet d'évacuer en fait plus vite la chaleur qui persiste dans le fond du four. Bon, il faut ajouter que c'est assez dangereux. Donc, attention. Il faut que les poules soient à
c'est terrifiant. Donc voilà, et la chaleur qui s'évacue à toute allure, c'est vraiment, vraiment dangereux. Et plus l'aspirateur inversé qui pulse l'air dehors. Et en fait, dans les premiers temps, c'est vrai qu'il y a eu quelques petites brûlures, j'ai encore quelques petites traces, mais j'ai appris à être très prudent et j'ai appris à ne pas me protéger. Le gros danger, la grosse bêtise de la plupart des céramistes qui défournent très chaud, ils mettent des gants en amiante ou ils mettent des choses pour se protéger, et puis la chaleur, elle arrive quand même à passer à travers, et puis alors là, après, c'est trop tard, comme ça. Alors que moi, la chaleur, sur les mains nues, le visage nu, je la sens. Je sais très bien quand il faut que je me recule. Et, Faux va apprivoiser les mains nues. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup.